Cette vidéo est sponsorisée par Macarena, plus d'infos un peu plus loin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt, salut. S'il vous plaît, j'ai pas envie. Carnosaur 2, c'était pas terrible. Carnosaur 3, c'était encore le niveau en dessous. Mais alors celui-là, comment dire, Raptor, c'est une expérience. Mais le genre d'expérience dont on se passerait volontiers, hein. Ceci dit, il y a un enseignement à tirer de ce film, pardon. Et oui, si Raptor nous apprend bien une chose, c'est qu'il y a toujours moyen de faire pire. Voilà. Bon, moi je vais prendre 2 minutes pour me préparer psychologiquement, et pendant ce temps, je vous laisse avec John Michael. A tout de suite. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Est-ce que tu aimes les gros mechas qui s'en mettent plein la tronche? Ah, j'en étais sûr. Macarena, c'est un jeu shooter sur mobile qui va te permettre de réaliser ton rêve, à savoir collectionner des mechas et les faire s'affronter dans des arènes lors de combats sans pitié contre d'autres joueurs. Une vraie folie ma gueule. Ce qui est génial avec Macarena, c'est que tu peux personnaliser tes mechas et faire en sorte qu'ils te ressemblent. Regarde-moi ça, tu peux choisir la couleur que tu veux, les armes que tu veux, et même le ou la pilote que tu veux. Comme ça tu vas pouvoir exploser la tronche de tes ennemis avec style, et ça n'a pas de prix. Moi j'ai choisi un habillage épique pour mon mecha préféré, parce qu'il mérite bien ça. Et je lui ai mis un canon plasma d'un côté et un RPG de l'autre. Laisse-moi te dire qu'en le voyant arriver, mes adversaires vont se pisser dessus direct. Les losers. Et ce qu'il y a de bien avec Macarena, c'est que son contenu est mis à jour très régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités. Dernière arrivée en date, la fonction pilote qui va te permettre de mettre en place toutes sortes de nouvelles stratégies de combat. T'auras jamais fait le tour du jeu ma gueule. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est gratuit. Pour télécharger le jeu sur iOS et Android, clique sur le lien dans la description ou scanne mon QR code. Grâce à ça, tu obtiendras un habillage moissonneur d'acier hyper stylé, 70 000 crédits et 500 pièces pour t'aider à bien démarrer dans le jeu. Et voilà mon idée dans le jeu pour que tu puisses m'ajouter et qu'on se fasse des parties ensemble. Alors fonce, amuse-toi bien, et de rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va mater Raptor. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Raptor, c'est un film un peu particulier. Mais genre plus que les autres. Je vous laisse imaginer le bordel dans lequel on s'embarque. Qu'est-ce qui fait de Raptor un film si particulier, vous allez me demander? Alors en fait, au centre de tout ça, on a le producteur Roger Corman que vous commencez à connaître. Un sacré filou qui règne sur un gigantesque empire de films à très bas budget, des budgets si bas en réalité que le retour sur investissement est toujours garanti. Chez Corman, on prend pas de risque, et la moindre dépense considérée comme non essentielle n'aura tout simplement pas lieu, histoire de faire des économies. Bref, après sa trilogie des Carnosaures sortie entre 93 et 96 pour faire de l'ombre à Jurassic Park, Corman décide de faire une petite pause et d'arrêter les frais avec les dinos. Oui, parce qu'un peu ça va, hein, il faut pas tomber dans l'excès. Mais à l'aube du 21e siècle, Universal lance la production de Jurassic Park 3 et s'apprête donc à relancer la dinomania. Du coup, Corman se réveille et décide qu'il veut sa part du gâteau lui aussi. Ces dinos ont assez dormi et la saga Carnosaur accueillera donc bien vite un 4e volet. Sauf qu'en fait, ce sera un peu plus compliqué que ça, et beaucoup plus vicieux. Corman n'a pas franchement envie de débloquer un budget effets spéciaux pour la conception des dinosaures. Ce qui peut poser problème dans un film de dinosaures. Et c'est alors qu'il lui vient une idée en tête. Étant donné qu'il dispose de toute une tripotée d'images de dinosaures avec sa trilogie des Carnosaures, pourquoi ne pas tout simplement réutiliser ses plans, voire des séquences entières? Il n'y aura plus qu'à combler les vides en brodant une pseudo-intrigue autour de ces séquences, rappeler quelques acteurs des films précédents pour pouvoir réutiliser les scènes où ils se font bouffer par les dinos, et voilà, le tour est joué. Oui, ce film est une escroquerie. Clairement tourné pour 3 fois rien, Raptor sortit donc en 2001 pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Pour résumer, Raptor, c'est un petit peu le best-of de la saga Carnosaur. Enfin, le worst-of plutôt. Voyons ça d'un peu plus près. Ok, donc ça démarre très fort avec une scène de Carnosaur premier du nom, que j'ai pas traité d'ailleurs. Un mal pour un bien qui permettra de conserver intact le suspense insoutenable des séquences pompées sur cet opus. Bref, du coup voilà, on se retrouve avec 3 jeunes alcoolisés qui conduisent comme des gros tarés en plein désert. Après bon, je me dis que quoi qu'il arrive, le début pourra pas être pire que celui de Carnosaur 3. Pour rappel... Hé sergent, j'ai une grosse envie de pisser. Ah là là... Bon je crois que je vais aller faire pleurer Popol. L'envie de pisser est un des grands thèmes de la saga apparemment. Du coup, pendant que Ryan, ouais il a une gueule de Ryan, va faire pleurer Popol, répondant à l'appel de la nature, ses amis décident de répondre à un autre appel de la nature. Sois bestial avec moi. Mais patatras, voilà que Ryan se fait sauvagement attaquer par quelque chose. Putain, on peut même plus pisser tranquille. Et cette chose, qui n'a apparemment pas la notion d'intimité vu comme elle débarque sans gêne au milieu du coït, décide de dévorer le jeune couple car le sexe avant le mariage c'est pas bien. Eh bah on a une grosse fringale, dis-moi. Bon après tu voulais du bestial, voilà du bestial hein. Après cette intro coup de poing, le générique démarre. Et les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué, il s'agit là d'une repompe de Carnosaur 2 et son générique interminable. Que de bons souvenirs, pas du tout. Putain, mais même la police d'écriture du titre est moche, c'est quand même fabuleux. Tiens, petite anecdote pendant qu'on y est. Tant qu'à se faire chier, autant apprendre des trucs. Figurez-vous que le compositeur du film n'est autre que James Horner, un nom qui ne vous est sans doute pas inconnu puisqu'il s'agit d'un compositeur légendaire, notamment connu pour ses collaborations avec James Cameron. Aliens, Titanic, Avatar, c'était lui. Un compositeur légendaire donc, et malheureusement parti trop tôt puisqu'il nous a quittés en juin 2015
2015 suite au crash de son avion. Mais du coup, vous allez me demander ce qu'il est venu foutre sur une production Corman, le gars, surtout en 2001, 3 ans après avoir gagné 2 Oscars pour son travail sur Titanic. Et ben en fait, comme beaucoup de monde à Hollywood, Horner a débuté sa carrière chez Roger Corman. Et que savons-nous sur Corman? Que c'est une petite fripouille qui aime bien l'argent facile et qui est capable de pousser le vice en allant jusqu'à recycler des images de ses anciens films. Et bah figurez-vous que de temps en temps, il fait pareil avec les musiques, ce con. La BO de Raptor est donc constituée de morceaux composés par James Horner pour Corman au début des années 80. Voilà, vous aurez au moins appris un truc. J.N. Jones, ouais. Alors en réalité, il s'appelle Jim Wynorski, le gars. Un poulain de Corman extrêmement prolifique ayant plus d'une centaine de films d'exploitation à son actif. Bref, le mec c'est très loin d'être un Scorsese, hein. Il a même sa petite réputation de faiseur de nanars, mais il a quand même choisi de signer Raptor avec un pseudonyme. Ça pue tellement, bordel. C'est ainsi qu'au bout de 3 minutes de film, on a droit au premier plan spécialement tourné pour l'occasion, qui nous permet de faire connaissance avec notre personnage principal, Jim le shérif, incarné par Eric Roberts, le grand frère de Julia, qui a pas fait les mêmes choix de carrière apparemment. Quelle pétasse! On parle pas comme ça de sa sœur, Eric. Jim débarque donc sur les lieux du drame où les 3 jeunes ont trouvé la mort, sauf qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la zone désertique de tout à l'heure. J'ai donc 2 théories. Soit le dinosaure a son permis, soit Corman et Wynorski nous prennent clairement pour des cons et n'essaient même pas de faire des raccords à peu près potables avec les scènes tirées des films précédents. Mais je préfère me dire que le dino a son permis. Jim et son adjoint Jean-Claude tentent donc d'essayer de réfléchir à ce qui aurait pu causer la mort des 3 jeunes. En tout cas, c'était pas un accident de voiture. Belle analyse de Jean-Claude qui nous fait profiter de son talent inné pour la déduction. On dirait que ce garçon a été attaqué par un énorme grizzly. Ou un requin, sauf qu'il y en a pas dans le désert. Merci Jean-Claude, grâce à toi l'enquête avance. Débarque ensuite un autre personnage, Barbara, qui vient compléter ce trio charismatique au possible. Et au vu de leur échange un brin tendu, on sent bien qu'il y a de l'eau dans le gaz entre elle et Jim. Ah, vous le connaissez? Jean-Claude, ferme ta gueule. Et à peine arrivée, Barbara parvient à ridiculiser Jim, Jean-Claude et toute leur équipe de Winner en découvrant une empreinte d'animal aux abords du 4x4. Et puis soudain... Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Jean-Claude, une suggestion peut-être? Ben, ça devait être le vent. Quand il souffle ici, il fait toujours des bruits bizarres. Non mais Jean-Claude, faut prendre ton traitement là, hein, ça va pas du tout. On se retrouve ensuite au sein du centre de recherche scientifique Dennis Corporation, où le méchant professeur Hyde, bordel, fait des remontrances à sa petite équipe qui a malencontreusement laissé un spécimen s'échapper. Il va donc falloir agir. Sinon, on va avoir la police sur le dos. Ah bah ouais, méfie-toi, ce sont les meilleurs des meilleurs parmi les meilleurs. Bref, Mr. Hyde charge donc ses sous-fifres de se sortir les doigts et de faire le nécessaire pour retrouver la bête égarée. Et il décide de se passer les nerfs sur ce con-là qui est un petit peu la grosse victime locale. Lyle, faites quelque chose! Manager du mois, le mec. Juste après ça, on assiste au chargement de cages remplies de poulets dans une camionnette. Et si ça paraît complètement hors de propos, c'est normal, ce sont des images tirées de Carnosaur 1. Et il faut bien les caler quelque part, quitte à ce que ça n'ait pas de sens. Robert, comment ça va? Ça va, et toi? Waouh, c'est pas très Covid ça, ma gueule. Enfin tout ça pour dire que malgré l'interdiction de Lyle, le camion rempli de poulets quitte la zone avec le dino à son bord. Elle est où la poulette? Mais pendant le trajet, les poulets se mettent à exploser apparemment. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent pas. Barnabé, le chauffeur, décide alors de s'arrêter sur le bas-côté pour voir ce qui fait exploser ces putains de poules et décède à son tour. Quelques instants plus tard, Jean-Bernard le policier tombe sur le camion abandonné qui semble une nouvelle fois avoir été garé ailleurs par le dino. Ouais, il brouille les pistes, un vrai professionnel. JB prévient ses supérieurs et Jim le shérif s'apprête à se rendre sur place quand il apprend une terrible nouvelle. Carl Joseph s'est échappé. Et Carl Joseph a décidé de mener une vendetta personnelle contre Jim et Jean-Claude qui l'ont mis derrière les barreaux. Il a juré de revenir pour brûler notre ville. Ça sent la sous-intrigue passionnante, dites donc. Et alors que Jim est en route vers le camion poulet, le dinosaure, qui a de nouveau la dalle, décide de grailler un bout. Jean-Bernard se fait donc dévorer, puis le copain de Lola, qui n'est autre que la fille de Jim. Et celle-ci se fait également attaquer. C'est en train de devenir personnel tout ça. Lola parvient cependant à s'enfuir avec le 4x4, mais le dino est du genre rapide et la rattrape facilement. Elle décide alors de sauter du véhicule en marche et... Quoi? Waouh, ok, donc on passe directement de la forêt à un pont en bord de mer. Tout ça n'a strictement aucun sens géographiquement, j'ai l'impression de perdre des neurones à mesure que les minutes passent, putain. Enfin bref, toujours est-il que Lola s'en sort plus ou moins indemne, contrairement à la voiture, que le dino va avoir du mal à garer ailleurs cette fois. De son côté, Jim inspecte le camion poulet avec l'aide de Barbara et constate que Jean-Bernard a disparu. Tu peux me dire ce que Mike t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Oui, à part « Oh putain merde ». Sans indice à se mettre sous la dent, Jim et Barbara pédalent dans la smoule. Il n'y a aucune trace. Il doit balayer derrière lui, c'est évident. Mais tout ça passe bien vite au second plan quand Jim apprend ce qui est arrivé à sa fille. Barbara et lui quittent les lieux et débarquent au sein de ce qui est sans doute le décor de chambre d'hôpital le plus cheap au monde. Jim retrouve donc sa fille qui pète pas franchement la forme et nous offre une magnifique séquence émotion qui ne manquera pas de tirer les larmes aux plus émotifs d'entre nous. Ma puce, regarde papa. Chérie, parle-moi. S'il te plaît, allez. Je sais que ça n'a pas été facile, mais il faut que tu me parles. C'est trop triste.
La carrière de ces acteurs est en train de mourir sous nos yeux. Mais le docteur Jean-Guy est très clair. À moins d'un stimuli assez puissant, Lola ne se réveillera pas dans l'immédiat. Le lendemain, Jim et Barbara décident donc d'aller faire un tour à la Eunice Corporation, à laquelle appartenait le camion poulet. On retrouve alors Mr. Hyde qui se trouve victime d'une violente crise d'exposition et décide de faire un monologue histoire que l'intrigue avance un peu. Nous sommes sur le point de créer un T-Rex doué d'intelligence. Nous allons pouvoir l'entraîner à travailler la terre, à combattre nos ennemis. Travailler la terre? Un T-Rex? Et faire le jardinage et entretenir le potager aussi? C'est à ce moment-là que Lyle décide de poser sa démission, étant donné qu'il culpabilise d'avoir été négligent le soir où le dino s'est enfui. T'inquiète pas, va, y a eu que 6 morts par ta faute. C'est pas grand-chose. Mr. Hyde finit donc par accepter la démission du boulet, mais lui demande de façon clairement suspecte une dernière faveur avant de partir. Est-ce que vous pourriez vous occuper de l'entraînement matinal de l'Alpha T-Rex? Lyle, c'est ta chance de prouver au monde que t'es pas si nul. Si t'acceptes, c'est que t'es vraiment débile. Et non seulement tu vas mourir, mais en plus, bah, tu le mériteras. Prends la bonne décision, mon camp. Sélection naturelle, on n'y pouvait rien. Et pendant que le T-Rex graille, Jim et Barbara arrivent sur place, bien décidés à enquêter. Jim est d'ailleurs particulièrement confiant, raison pour laquelle il n'a pas pris la peine de faire un mandat. J'adore faire des surprises. Il en a vu d'autres, le Jim, on la lui fait pas. Mais c'était sans compter sur le chef de la sécurité Jean-Patrick, qui fait de son mieux pour les pousser à aller voir ailleurs. Il y a eu des attaques dues à un animal sauvage et je me demandais si... Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Bah, le vent, non? C'était sûrement un lâcher de vapeur. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et du coup, étant donné que Jim il a que de la gueule et rien dans le froc, il décide de ne pas insister et de remettre leur petite visite au lendemain. Monsieur McCoy, je vous remercie. J'adore faire des surprises, espèce de bouffon. Sur le chemin du retour, Barbara a alors une illumination. Sur son magnétophone portatif, merveille de technologie dans les années 80, elle dispose d'un enregistrement du fameux lâcher de vapeur. Quoique non, ce jour-là c'était du vent. Bref, elle décide donc de faire écouter ça à Lola, en espérant que ce son fera office de stimuli et la sortira de sa catalepsie. Donc le plan, c'est de lui faire écouter le son de lâcheuse qui l'a plongée en catalepsie? Et vous allez l'achever, la pauvre. Barbara procède, mais elle était loin de se douter qu'elle allait déclencher quelque chose d'horrible et d'insoutenable. Le flashback le plus long du monde, putain. Alors en gros, on se refarcit toute la scène de l'attaque une deuxième fois, mais en plus long. En général, un flashback de ce genre-là, qui nous montre quelque chose qu'on a déjà vu, bah il est censé être plus court, justement parce qu'on a déjà vu ça auparavant. Du coup, bon, faut pas trop tirer sur la corde. Mais là... La corde, elle a pris tellement cher, là, c'est interminable. Oh putain la con! Il y avait une espèce de gros lézard et il a tué Tommy. Et ensuite, il a essayé de me tuer. Elle doit sûrement délirer. Docteur, je suis pas en train de délirer, je suis pas folle. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Allez, repose-toi. Oui, allez, rendors-toi, t'as gonflé tout le monde là. Y a moyen de la remettre en catalepsie? Du coup, suite à cette terrible nouvelle du lézard sous stéroïde qui menace la ville, Jim et Barbara décident de dragouiller parce que bon, on n'a qu'une vie, hein. C'est parce que j'ai 2-3 cheveux blancs que je suis une antiquité? Les antiquités ont énormément de valeur. Je suis fan de brocante. J'adore les bibelots. Putain, vous allez la filer encore longtemps, la métaphore? Je les ramène à la maison dès que j'en vois. Mais ferme-la! Bref, toujours est-il que malgré ses techniques de séduction irrésistibles, Barbara se prend un gros râteau et rentre chez elle, où un grognement suspect se fait entendre. Il semble que la bête rôde dans sa maison. Apeurée, Barbara décide de se balader à moitié nue histoire d'être la plus vulnérable possible en cas d'attaque. Oh Max! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Attends, quand t'as un chien, t'es censé être au courant, non? Du coup, quand y'a du bruit chez toi, c'est pas compliqué de faire le rapprochement. C'est moi ou y'a un truc qui déconne? Pendant ce temps, Jean-Claude, qui m'avait beaucoup manqué j'avoue, décide d'aller foutre une bonne raclée à ce lascar de Karl Joseph qui aurait apparemment détruit des vitrines en centre-ville. Enfin non, des vitrines ont été détruites et Jean-Claude pense que c'est lui. Du coup, JC se rend en ville pour les défoncer sa sale petite gueule. Je vais pas te manger, je veux simplement ta peau. Bah ouais, il veut pas te tuer, il veut juste t'assassiner, gros. Arrivé devant l'animalerie, Jean-Claude constate que soit Karl Joseph avait une bonne grosse dalle, soit bah ce n'est pas Karl Joseph qui a foutu tout ce bordel. Mais Jean-Claude étant ce qu'il est, sa conclusion tombe bien évidemment à côté de la plaque. Hors de là, espèce d'enfoiré salopard! C'est alors que le dino débarque et passe à l'attaque. Mais attention, il faut pas sous-estimer Jean-Claude. Le prédateur fera donc les frais de sa témérité et se prendra une bonne grosse bastos dans la gueule. Je vous parie qu'il nous sort un truc du genre, mais enfin, tu n'es pas Karl Joseph! Ça alors, t'es encore plus moche que Karl Joseph. Ah bah non. Ceci dit, c'est bien aussi, je ne suis pas déçu de mon Jean-Claude. Sauf que voilà, voyant que JC a baissé sa garde, trop occupé à réfléchir à sa punchline, le dino en profite pour contre-attaquer et tuer son adversaire. Repose en paix, Jean-Claude, tu nous manqueras, toi et tes répliques débiles. Le lendemain, Jim et Barbara se rendent à la morgue pour identifier le corps de Jean-Claude, qui a été retrouvé dans un sale état, les entrailles arrachées par on ne sait quoi. Stop! Alors si je puis me permettre, il y a un truc qui colle pas du tout. Jean-Claude et le dino s'étant clairement entretués, logiquement le cadavre du dinosaure aurait dû se trouver juste à côté de celui de Jean-Claude, on est d'accord? À moins qu'on ait affaire à un dino zombie!
Mais en 2001, le monde n'était pas prêt, je pense. Enfin bref, on n'est plus à une connerie près. Du coup, Barbara inspecte le corps et fait une découverte surprenante. Qu'est-ce que c'est, une mâchoire? Non, pas une mâchoire, une dent. Et c'est ainsi que tout se met en branle. Jim appelle le Pentagone appelle l'état-major, puis Jim appelle Martin de chez EDF pour lui demander de couper le courant à 15h précis chez Eunice Corporation, cependant que l'état-major appelle Mr. Hyde pour en savoir un peu plus sur les incidents récents. Le genre d'incident qui nous a conduit à abandonner le projet Jurassic Storm. Jurassic Storm. Enfin bref, Hyde réussit à baratiner le colonel parce qu'il est sacrément doué pour le baratin. J'ignore de quoi vous voulez parler. Mais c'est alors que Jim et Barbara font leur entrée. Eh. Sauf que cette fois, ils ont un mandat de perquisition. Malin. Ils sont donc accueillis comme il se doit par Mr. Hyde. Puis-je d'abord vous offrir un café ou peut-être un thé? Non, merci. Rien pour moi, ça ira. Ah, je vois. Ne pas se laisser détourner des chemins de la vérité. Calme-toi, gros, ils ont juste refusé ton café. Après un petit échange riche en mauvaise foi où Mr. Hyde leur assure que ses expériences n'ont rien à voir avec les CDC, ce dernier se voit contraint de leur faire une petite visite du labo. En voiture. Ouh. Quelques instants plus tard, et à peine la visite commencée, Barbara, qui n'est apparemment pas la meilleure des stratèges, décide de jouer carte sur table avec Mr. Hyde. Je suppose qu'il faudra consacrer un chapitre à la façon dont vous avez cloné un dinosaure qui s'échappe et dévore une demi-douzaine de personnes. Votre amie ne doit pas être une grande joueuse de poker, shérif. Elle vient de dévoiler son jeu. À vrai dire, je préfère les dominos. Apparemment vexé de s'être fait clouer le bec avec une réplique aussi pétée, Mr. Hyde décide de se montrer sous son vrai jour. Lui, Jean-Patrick et ses agents de sécurité ultra badass décident donc de prendre des mesures drastiques et d'enfermer nos héros dans le débarras apparemment. Tout espoir semble perdu, mais c'était sans compter sur le Pentagone et l'état-major. Il semble que le Dr. Hyde nous ait menti. Ah bah merde, on l'avait pas vu venir celle-là. Et donc, décision est prise d'envoyer 2 équipes de commandos sur place histoire de faire le ménage. Et attention, là je sens qu'il va y avoir de l'action, ça va péter de tous les côtés. Bon, peut-être pas en fait. De leur côté, Jim et Barbara en sont toujours au même point, et Jim réalise que Martin de l'EDF a pas tenu parole étant donné que le courant est toujours opérationnel. Je leur avais dit 3 heures à ces idiots. Lesquels? Il y en a des tonnes par ici. Et tu veux qu'on te dans l'eau ou... Les commandos sont quant à eux en plein briefing. Quelle est notre cible? Faites preuve de patience, Lewis, et je vous le ferai savoir. Animaux, végétaux, minéraux... C'est quoi la liste des courses? Putain, ils se font des vannes entre eux maintenant, c'est même plus drôle. On sent quand même la déception de Jean-Jérôme, hyper chaud à l'idée de flinguer du géranium. Bref, du coup on a 2 hélicos qui débarquent au niveau du complexe, un au nord-ouest, dans le désert, et l'autre au sud-est, en bord de mer. Il est énorme ce complexe. Les 2 équipes investissent donc les lieux, et c'est à ce moment-là que Martin se réveille et fait couper le courant, ce qui libère Jim et Barbara, mais aussi le T-Rex et les Raptors. Ouais, faire couper le courant, c'était pas forcément ta meilleure idée, Jim. C'est donc la panique générale dans la salle de contrôle. Enfin, la panique pour Mr. Hyde et Ludivine, qui sentent bien que les choses commencent à déraper. Et ouais, Mr. Hyde, les forces spéciales sont là et elles vont faire un sacré ménage. Pas vrai, les gars? Il fait noir et on sait même pas ce qu'on cherche. Non mais faites au moins semblant, la merde. Et pendant que les commandos s'enfoncent dans les tréfonds du complexe et donc vers une mort certaine, Ludivine commence à se sentir un peu coupable et voudrait bien les prévenir du danger qui les guette. Ce qui déclenche une dispute avec Mr. Hyde, qui est pas trop branché remords et humanité en général. Et c'est alors que l'attaque commence. Une séquence bien évidemment montée avec des scènes de Carnosaur 2 et 3 assemblés à la truelle et se donnant pour mission d'anéantir le concept même de continuité. Le courant est ensuite rétabli par Jean-Yves, ce qui permet à Jim et Barbara d'utiliser l'ascenseur pour sortir de cet enfer. Ah ouais mais non. L'ascenseur dans Carnosaur en général... Voilà. Du côté des forces spéciales, décision est prise de la jouer subtile en faisant littéralement péter le complexe. Simple, efficace, un plan comme on aime. Et pendant ce temps, dans la salle de contrôle, la tension est palpable avec une Ludivine tout simplement déchaînée et un Mr. Hyde en roue libre total. Nous devons avoir à l'esprit notre mission, le bien absolu. Enfin bon, comme les conneries ça va bien 5 minutes, Ludivine décide de partir et prend donc l'ascenseur. Mauvaise idée, Ludivine. Merci Carnosaur 2, l'illusion est totale. C'est ensuite au tour de la pilote d'hélicoptère de mourir comme la pilote de Carnosaur 2 parce que bon, on n'est plus à ça près. Hein. Sauf que là, on a droit à une petite fantaisie de l'équipe technique. Parce que le chef de la sécurité Jean-Patrick était prêt à se faire évacuer en hélico et il se trouve donc juste en dessous au moment du crash. Attention, ça va aller très vite. Ah bordel, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Pour résumer le bordel, plus d'hélico, un complexe sur le point de partir en fumée et des dinos qui ont la dalle. Le suspense est à son comble. Jim et Barbara finissent alors par tomber sur les soldats et le T-Rex choisit ce moment pour se manifester. On a alors droit à une belle leçon de cinéma où le monteur tente de nous faire croire à un champ contre champ alors que clairement non. La petite bande finit cependant par se barrer grâce à l'arrivée fortuite d'une équipe d'évacuation. Sauf que parmi cette équipe, il y a une top, Mr. Hyde lui-même, qui pense pouvoir se barrer tranquillou. Mais c'était sans compter sur l'intervention du T-Rex qui semble être passé maître dans l'art du déplacement silencieux vu comme son arrivée semble prendre tout le monde par surprise. T-Rex Ninja.
Bref, bye bye Mr. Hyde. Sauf que là, c'en est trop. Jim décide donc de prendre les choses en main. Enfin, il nous refait le coup du tractopelle quoi. Spécial dédicace à Jean-Maurice. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on alterne entre le tractopelle blanc de Carnosaur 1 et le chariot élévateur jaune du 2. Mais bon, au point où on en est, hein. Et du coup, si vous avez déjà vu Carnosaur 2, aucune surprise, vous savez déjà comment ça se finit. À savoir une petite chute du T-Rex dans la fosse. Waouh. Je crois que je l'ai eu. Ta gueule, Jim. Suivi d'une grosse explosion. Mais une très grosse explosion. On a un bâtiment qui explose, des tunnels qui explosent, un bateau qui explose. Bref, tout ce qui peut exploser, explosera. Fort heureusement, nos personnages se sont abrités 3 mètres plus loin. Ils sont donc sains et saufs. Il fait chaud. C'était la dernière réplique d'Eric Roberts, on applaudit bien fort et on lui donne son chèque de 200 $. On a ensuite droit à un petit épilogue qui fait dans la dénonce, parce qu'on croirait pas comme ça, mais Raptor est un film engagé. Plusieurs campagnes de désinformation dans les communiqués de presse parlèrent de suicides, d'accidents lors d'entraînements militaires et d'attaques d'animaux sauvages, informations reprises dans les médias pour expliquer les lourdes pertes en vies humaines. Et c'est pas fini. Putain. Hein? Quoi? Venez, Karen. Nous avons encore du travail. Qu'est-ce qui vient de se passer? Non, vous savez quoi? J'ai pas envie de savoir. Je veux juste que ce film disparaisse à tout jamais. Pour résumer, Raptor, c'est sans doute une des productions Corman les plus opportunistes. Bricoler un film à partir d'autres films, fallait oser quand même. Et le résultat est clairement à la hauteur des ambitions. Le scénar est sans queue ni tête, c'est mou, le montage n'a strictement aucun sens, et Eric Roberts passe son temps à se demander ce qu'il fout là. Bref, Raptor c'est extraordinairement nul. Mais quand même assez drôle, il faut l'avouer. Ceci dit, bon, je le verrai pas toutes les 2 semaines, hein. C'est fini là. Il y en a plus d'autres, hein. Oh, putain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt. Salut!